De la pandémie du sida à celle du Covid-19, entretien entre Philippe Valls pour la Société Louise Michel et Anne Coppel, présidente du collectif Limiter la casse, fondatrice de l'Association française de réduction des risques. Anne Coppel, vous avez été en première ligne de la lutte contre le sida qui a fait des dizaines de milliers de victimes dans la communauté gay et parmi les usagers de drogue dans les années 80-90. Lors de cette mobilisation, vous avez milité en faveur d'une politique de réduction des risques. Pouvez-vous nous rappeler cette expérience ? La réduction des risques, ça a été un mouvement qui a réuni au tout début des années 90 des acteurs de terrain, en commençant par les usagers de drogue eux-mêmes. En 1992, ils ont créé une association à Sud, la première association d'autosupport, donc c'est-à-dire d'entraide, pour faire reconnaître leurs droits. Face à l'épidémie de sida, il y avait au moins un droit qu'il fallait leur reconnaître, c'était le droit de se soigner, de protéger leur santé. Dès le milieu des années 80, nous avons été quelques-uns, pas très nombreux, il faut bien dire, des chercheurs ou soignants, à essayer de chercher comment faire face à la diffusion de l'héroïne, en particulier dans les quartiers, et à l'épidémie de sida. Et soignants ou chercheurs, nous nous sommes associés aux usagers de drogue pour rechercher les réponses qui pouvaient s'approprier. Et ça fait basculer en fait toutes nos croyances, toutes nos pratiques. Enfin, il a fallu tout revoir, toutes les croyances collectives sur lesquelles était fondé le système de soins. Nous avons pris beaucoup de temps, en fait, pour prendre la mesure de la catastrophe, parce que catastrophe, il y a bien eu. Le terme a été utilisé officiellement dans le rapport Henriot en 1994, mais nous, dans la réduction des risques, on n'osait pas utiliser ce terme. Les usagers ne revendiquaient leurs droits, ils ne voulaient pas se présenter comme des victimes et nous ne voulions pas dramatiser, comme on disait à l'époque. Heureusement, avec ACT UP, il y a eu une bascule qui s'est opérée et en 1993, quand on a commencé à se réunir, tous ceux qui étaient concernés par la même question et qui avaient la même démarche en fait, et nous avons publié une tribune qui commençait par « Des toxicomanes meurent tous les jours ». Et ces morts peuvent être évitées. Et ça, je dirais que quand je l'ai signé, bien sûr, j'étais présidente, mais parler de mort, ça m'a un peu gênée. Et puis que les morts pouvaient être évitées, je le croyais sans le croire, je n'étais pas si sûre que ça. Or, la suite de l'histoire a bien démontré que ces morts pouvaient être évitées. À partir de 1994-95, les mesures d'urgence ont été adoptées avec 10 ans de retard et les résultats ont été incroyables. Nous-mêmes, on a eu du mal à y croire. En 4 ans, une baisse de 80% des overdoses mortelles. Quant à l'épidémie de sida, par injection, cette épidémie dans les usagers de drogue, elle a été contenue. Les nouvelles contaminations sont passées de près d'un tiers au début des années 90 à moins de 2% en 2000. Lorsque nous avons choisi de faire cette recherche et adopter le titre de la catastrophe invisible, ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu de grandes discussions entre nous. Est-ce qu'il y a eu vraiment catastrophe? Est-ce que ça n'est pas encore une dramatisation qui ne peut que contribuer à renforcer la stigmatisation et l'exclusion? Enfin bon, ça a été compliqué, y compris entre nous. Et si la catastrophe en question est restée invisible, si les dizaines de milliers de morts, parce que c'est plutôt des dizaines de milliers de morts, ont été passés sous silence, c'est en partie seulement, parce que dans les quartiers, les familles endeuillées ont préféré faire silence. Ils ont fait silence sur leurs morts, parce que les années 2000 ont été des années de culpabilisation des habitants des quartiers, et donc il y a eu un espèce de consensus pour passer cette histoire sous silence. Mais la raison principale pour laquelle la catastrophe est restée invisible, pour laquelle la plupart de ceux qui m'écoutent en ce moment n'en ont peut-être pas entendu parler, c'est que l'État n'a pas voulu reconnaître ses responsabilités. Il a fallu près de 10 ans, puisque les mesures d'urgence ont été prises en 1994, soit 7 ans après la Grande-Bretagne. Et l'État aurait pu dire, on s'est trompé, nous avons compris qu'il ne fallait pas laisser les gens en manque, il fallait que les gens puissent se soigner, il fallait qu'ils aient accès aux soins, et donc on a pris toutes les mesures, mais c'est pas ce qui s'est passé. L'État n'a pas reconnu ses responsabilités, et du coup d'ailleurs, même si cette politique de santé publique a été mise en place, les soignants l'ont adoptée, par contre, du côté répressif, il n'y a pas eu d'évaluation, on ne sait pas quelles sont les conséquences de la répression, on sait seulement qu'elles sont graves et qu'elles peuvent être, y compris mortelles.
La pandémie mondiale de coronavirus a révélé les failles du système de soins après des années de restrictions budgétaires et de marchandisation de la santé publique. En France, le gouvernement, tentant de masquer son impréparation, a tout misé sur un confinement général et obligatoire. Après 5 semaines de confinement et l'annonce d'un déconfinement progressif à partir du 11 mai, que pensez-vous de cette stratégie ? L'épidémie de coronavirus nous a pris par surprise. Et quand je dis nous, je pense aux acteurs de réduction des risques. Ceux qui sont toujours sur le terrain ont d'abord été pris par l'urgence. Mais très rapidement, nous avons commencé à échanger dans nos réseaux. On s'est tout de suite inquiété pour les exclus du confinement, les SDF, les migrants, les usagers les plus précaires, accueillis dans les associations de réduction des risques, un réflexe hérité de la lutte contre le sida. La première prise de conscience que l'État nous mentait a été les masques. On nous disait à la télévision, on nous répétait que ces masques ne servaient qu'à protéger les autres si nous étions malades. On nous disait aussi que le commun des mortels ne sait pas s'en servir. Nous étions donc des irresponsables à qui il fallait imposer une stratégie de protection de l'extérieur. Bref, un mensonge d'État pour masquer la pénurie. Avec Rodolphe Ingold, un médecin psychiatre, nous avons rédigé une tribune que nous avons mis en ligne le 22 mars, intitulée « Coronavirus et RDR ». Et cette tribune a circulé dans nos réseaux. Nous avons rappelé que la réduction des risques, comme la lutte contre le sida, nous avions lutté pour que tout le monde, y compris ceux qui ont des pratiques déviantes, des pratiques sexuelles, des pratiques d'usage de drogue, aient le droit de protéger leur santé. Et c'est tout simplement le droit de vivre. Tout a été fait pour faire en sorte que les gens puissent se protéger avec tous les outils, des préservatifs, des seringues, le test, qui n'était pas obligatoire, mais qui a été largement proposé et qui a été anonyme. Et pour les usagers de drogue, les traitements de substitution, parce que l'accès à la santé, prévention et soins a été la priorité de la réduction des risques, comme elle l'a été la priorité dans la lutte contre le sida. Cette fois, avec le choix du confinement, on n'exclut pas seulement des groupes qui sont victimes de stigmatisation, mais de larges pans de population, en commençant par ceux qui vivent dans les hébergements collectifs. J'avais déjà commencé à protester et à prendre conscience des problèmes, mais les morts dans les EHPAD n'auraient pas dû me surprendre. Mais ça a été vraiment un moment de bascule pour moi. La colère a succédé à l'inquiétude. Et que se passe-t-il dans les prisons, dans les hôpitaux psychiatriques ? On soupçonne, mais on ne le sait pas, on ne les entend pas. Et au-delà de ces groupes de population, il y a tous ceux qui vivent dans des logements exigus, ce qui réactive tous les problèmes relationnels, les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes dont on parle quand même. On parle moins de tous ceux qui sont sur le front, les infirmiers, les médecins généralistes, mais aussi les livreurs, les caissières, tout un peuple qui vit sous la menace de la contamination. Est-ce que ces gens comptent pour du beurre ? C'est un peu le sentiment que nous avons. La lutte contre le sida, comme la réduction des risques, a été fondée sur la solidarité et la responsabilité, et on voit que avec le confinement, c'est une stratégie diamétralement opposée qui s'impose. Pouvez-vous préciser la façon dont l'épidémie et le confinement ont affecté les usagers de drogue ? Comment sont-ils traités par les autorités et comment réagissent les acteurs et les actrices de terrain ? Pour les usagers, il y a des situations très différentes selon les ressources, les produits consommés et leur accès à ces produits. Mais tous sont confrontés à la question de l'approvisionnement. Et c'est particulièrement difficile pour ceux qui se fournissent dans la rue. Il est devenu doublement périlleux d'acheter dans la rue, puisqu'ils peuvent être sanctionnés à la fois pour rupture de confinement et usage de drogue. Et contrairement à ce qu'on peut espérer, les sanctions continuent de pleuvoir, y compris les sanctions judiciaires. Les usagers qui ont accès à Internet ont immédiatement sollicité les sites où ils échangent entre eux, en commençant par psychoactif.org, dont c'est la mission principale, mais aussi toutes les associations d'autosupport comme Technoplus, Assud, Le Cirque et autres associations cannabis. Très rapidement, Input, le réseau international des gens qui consomment des drogues, a mis en ligne des recommandations qui ont été traduites en France et diffusée très largement sur les sites d'autosupport. Ne partagez ni les produits ni le matériel, lavez-vous les mains et nettoyez les emballages avec de l'alcool, plus efficace que le lavage antibactérien. Préparez vous-même les produits, faites des stocks autant que possible, prévoyez un plan B si votre fournisseur tombe malade, et enfin, si vous n'avez pas le choix, préparez-vous à un jeûne.
car pour choisir de faire une cure de désintoxication, mieux vaut se sentir bien dans sa peau. Voilà quelques-uns de ces conseils qui circulent dans les réseaux des usagers, mais aussi de ceux qui les accompagnent. Faire des stocks, bien sûr, encore faut-il en avoir les moyens. C'est particulièrement problématique pour les usagers aux ressources limitées, qui se procurent très régulièrement leur drogue dans la rue, le deal étant très largement déstabilisé. Et comme toujours, ce sont les usagers de cannabis qui payent le prix fort de la répression. Et pourtant, l'alcool et le tabac ont acquis le statut de première nécessité. Aussi, les usagers protestent. En termes de santé, il n'y a plus aucune justification au statut d'exception du cannabis. Sa fonction thérapeutique est incontestable aujourd'hui et les anxiolytiques et autres médicaments psychotropes ne sont pas des substituts au cannabis. Je tiens à le rappeler parce qu'il est souvent proposé des cures de désintoxication au cannabis avec ces médicaments, ce que les usagers de cannabis refusent. La situation est évidemment beaucoup plus grave pour les usagers les plus précaires qui vivent dans l'urgence de la survie. Vivre dans la rue, c'est vivre au jour le jour. C'est le règne de la débrouille qui dépend des personnes qu'on rencontre. Très difficile de faire la manche. Autour des points de vente, il y a toute une vie marginale. Les plus précaires peuvent échanger des petits services contre un médicament ou bien contre un ticket repas. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Comment se protéger du coronavirus quand la première urgence pour eux est de se protéger de la police? Ceux qui accompagnent les usagers les plus précaires dans les accueils de réduction de virus ont dû eux aussi faire face à toutes ces urgences, en commençant par se protéger du virus, mais aussi répondre autant que possible à l'urgence de la survie. Et comme les usagers précaires, ils ont eu recours à la débrouille. Dans les premiers temps, ils n'avaient ni gel, ni gants, ni masques. Ils ont dû aussi se réorganiser, redessiner les espaces pour respecter les distances et renoncer à certains services offerts. Dans leur très grande majorité, les usagers ont accepté ces nouvelles contraintes, d'autant qu'ils ont bien vu que ceux qui les accompagnent cherchent autant à les protéger qu'à se protéger eux-mêmes. Les uns et les autres se sont appropriés en même temps ces nouvelles pratiques. Et nombre d'entre eux souhaitent par exemple avoir accès aux masques ou à d'autres moyens de pouvoir se protéger compte tenu de leur contexte. Face à la gravité de la situation, une chaîne de solidarité s'est organisée. Des associations ont fourni des paniers repas et puis d'autres équipements qui pouvaient être nécessaires. Bien sûr, dans ce contexte, l'hébergement est la première urgence. Et en banlieue parisienne, il n'y a pas eu d'avancée selon les intervenants que j'ai sollicités. À Paris, en revanche, l'association Gaillard de l'Est parisien a pu bénéficier de chambres d'hôtel, des chambres d'hôtel qui ont été offertes spontanément par 2 hôtels, soit 60 chambres, et les associations partenaires du projet dans l'Est parisien, je pense à Charonne ou à Aurore, ont mobilisé toutes leurs ressources. Pour une fois aussi, l'administration de la santé et de la ville en a facilité l'accès. Je considère que c'est un héritage des luttes que nous avons menées dans la réduction des risques pour éviter de renouveler les blocages qui ont eu des conséquences aussi catastrophiques pour les usagers d'héroïne. Espérons que ces chaînes de solidarité se poursuivent et se consolident au-delà de la première urgence. Bien que la pandémie de coronavirus soit très différente, que nous a appris selon vous la lutte contre le sida des années 90 en termes de santé publique? Est-ce que cette expérience peut servir de modèle pour lutter contre le coronavirus? Est-ce que l'expérience acquise dans la lutte contre le sida peut nous servir aujourd'hui? Pour moi, c'est une évidence. Jusqu'à l'épidémie de coronavirus, j'étais persuadée que la lutte contre le sida avait profondément transformé la conception de la santé publique, je dirais, de façon quasiment définitive. La lutte contre le sida, comme la réduction des risques, a été fondée sur 2 principes. Il appartient à chacun de choisir comment protéger sa santé. Il appartient à la collectivité de donner les moyens à chacun de faire ses choix, en commençant par l'information, qui doit être crédible, qu'il faut adapter à chaque contexte, et en fournissant les moyens de faire au mieux ses choix, en connaissant son statut sérologique, en fournissant les outils pour se protéger et limiter les risques de contamination. Cette conception de la santé publique est en rupture avec les gestions traditionnelles des épidémies, gestion qui a reposé sur l'autorité médicale avec la mise à l'écart des personnes contaminées. Cette conception, qui allie responsabilité individuelle et solidarité collective, a été imposée par la lutte contre le sida, avec la démonstration que les homosexuels pouvaient se responsabiliser et par exemple adopter le préservatif s'ils souhaitaient continuer à avoir des relations sexuelles avec des personnes exposées au risque. Il en est de même avec les usagers de drogue.
Parce qu'il faut savoir que s'ils n'avaient pas montré qu'ils étaient capables de renoncer à l'échange de seringues, il n'y aurait pas eu de réduction des risques possibles. En 1987, les seringues ont été mises en vente libre, comme c'était déjà d'ailleurs le cas dans la majorité des pays européens. Mais quoi qu'il en soit, une année après, il y a eu 2 recherches évaluatives pour voir quels ont été les effets de cette mesure, et les 2 recherches ont abouti au même résultat. La moitié des injecteurs avaient déjà adopté la seringue individuelle. Donc les toxicomanes par injection, a priori les plus irresponsables, suicidaires, souffrant de troubles psychiatriques, eux, ils étaient capables de se responsabiliser. Toutes les évaluations, aussi bien françaises qu'internationales, ont montré que les actions de réduction des risques étaient efficaces. L'appel à la responsabilité est plus efficace que la contrainte et les sanctions. Et d'ailleurs, l'histoire des drogues le démontre. Ces dernières années, c'est ce qui m'avait donné du courage, l'OMS a pris acte de cette nouvelle conception de la santé publique qui est désormais fondée sur la responsabilité individuelle et collective. Bien sûr, le Covid-19 est différent, beaucoup plus contagieux, mais était-il vraiment nécessaire de rompre avec toutes les solidarités ? Il est possible, je ne le sais pas, il est possible que compte tenu des choix antérieurs en matière de santé, le confinement était devenu nécessaire. Mais il n'était peut-être pas nécessaire, indispensable, de l'imposer de façon systématique. L'Allemagne, par exemple, l'a encouragé, mais sans recourir à des sanctions, et en mettant tout en œuvre pour que les tests soient le plus accessibles possible pour tous. Le confinement est la stratégie la plus violente qui nous isole et dont les conséquences économiques se font déjà sentir. Et on voit bien pourtant que la solidarité est vitale. On l'a vu avec les personnels soignants, les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes qui donnent tout leur temps sans compter, mais c'est aussi les travailleurs qui continuent de faire tenir debout cette société en livrant des aliments dont nous avons besoin, en assurant les circulations qui sont vitales. L'État est en train de prendre conscience que ces gens-là, ces gens de peu, sont indispensables. C'est une grande découverte pour lui apparemment. Il n'y avait pas pensé. Je ne suis pas en mesure de faire des prédictions sur ce qui va se passer après. Mais je dirais qu'il en est de la lutte contre l'épidémie comme des options possibles et des choix de société. Nous devons tenir bon sur les principes de responsabilité et de solidarité. C'est une question de choix de société.